Yo tout le monde, petite intro juste avant la vidéo, donc c'est une vidéo spoiler des Animaux Fantastiques 2. Il y a quasiment 1 heure de vidéo de voix off avec Jack. Il n'y aura pas de face cam, donc n'hésitez pas à vous poser, prendre une boisson et joyeux Noël à tous. Salut! Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et comme promis, voici ce qu'on vous tease depuis un bon moment, la critique avec spoiler des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, avec Jack. Bonsoir Jack. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à toi d'être sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jack, mais je pense que depuis le moment qu'on vous en parle, vous devez le connaître, c'est un critique cinéma qui est aux alentours de 14 000 abonnés, c'est ça ? Exact. Et voilà, et qui fait de très bonnes critiques, plus de face cam, mais des critiques assez courtes, d'une dizaine de minutes environ. Et aussi de séries, qui parle beaucoup de séries, qui est fan d'Emma Stone et de Jon Snow, voilà. Merci, c'est bien résumé. Voilà, donc je mets le lien de sa chaîne en description pour ceux qui veulent aller checker, mais normalement c'est déjà fait. Merci. On se rejoint aujourd'hui du coup pour parler avec spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu, les critiques sans spoil, elles sont disponibles sur ma chaîne et sur la chaîne de Jack. Donc allez les voir si vous n'avez pas encore vu le film, parce que là on va tout spoiler et on va prendre notre temps. Donc Jack, ce que j'ai envie de te demander, c'est ton avis global sur le film, qu'est-ce que tu en as pensé en général ? Alors, globalement, j'ai beaucoup aimé le film, parce que, de base, l'univers d'Harry Potter m'est très familier, donc j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter et le retrouver, peu importe la qualité du film, de base, je vais adorer le moment. Après, si j'essaye d'être un petit peu objectif, j'ai pas mal de choses à redire au film. À mon sens, il est pas exceptionnel, mais il est pas mauvais non plus, comme on peut l'entendre majoritairement en ce moment. À mon sens, il est bien, et voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire en tant qu'éloge ou critique négative. Je suis plutôt d'accord avec toi, ouais, voilà, le film est bien, il est pas excellent, ce sera pas le meilleur film de l'année, mais il est pas aussi mauvais qu'on peut l'entendre sur beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de réseaux en ce moment. Et il y a des points négatifs qu'on abordera bien évidemment, mais dans l'ensemble, ouais, je trouve que quand même c'est une réussite pour une suite du premier, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc on va entrer plus en détail dans le scénario et parler un coup des personnages. Voilà, donc je rappelle, on spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, il faut y aller. Donc Jack, je te laisse commencer. De quoi tu as envie d'aborder le scénario, sur quel point partir, voilà. Alors, bien que ce soit une critique spoiler, j'aimerais tout d'abord préciser, parce qu'il faut le dire à mon avis, c'est un film de transition. Donc, on va pas forcément spoiler en parlant de ce point-là, mais c'est très important de le dire. C'est un film qui est là pour nous faire basculer vers le troisième film et vers enfin les gros événements que va compter cette saga, donc Dumbledore versus Grindelwald. Mais du coup, ce film-là n'a pas la structure d'un film de base, comme un Harry Potter par exemple, qui certes s'inscrit dans une saga, mais qui peut se suffire à lui-même. Ce film-là, je pense qu'on aura beaucoup de mal à l'aborder tout seul, en fait. On pourra moins se le lancer facilement en solo un soir comme ça, contrairement à d'autres films, ou même au premier Animaux Fantastiques qui suffisait complètement à lui-même, je trouve. Je suis totalement d'accord avec ça, c'est exactement ce que beaucoup de gens qui ont aimé le film disent, c'est un film de transition, parce que tout simplement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est un épisode, entre guillemets, un épisode de série qui va mener à la suite, quoi, au troisième volet. C'est ça. Je pense que quand tous les 5 seront ressortis et tout, on pourra pas, comme tu dis, se faire le 2 en une soirée. Faudra se faire le 2 avec le 3 ou... Exactement, pense, hein, de toute façon. C'est un peu obligatoire dans cet ordre d'idées-là. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre chronologique. Donc déjà, la première scène, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors je la trouve assez astucieuse sur beaucoup de points. Au niveau de tout ce qui est mise en scène et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt le montage qui m'a déplu dans cette scène-là. Je trouve que c'est trop surcuté. C'est-à-dire que c'est bien réalisé, on a des beaux plans, mais ça va beaucoup trop vite. Par contre, du coup, vu qu'on parle du scénario, je vais me concentrer là-dessus. Je trouve que c'est vraiment hyper bien pour représenter le personnage de Grindelwald, qu'on connaissait déjà avant, soit dans le 7e film Harry Potter, ou alors qu'on avait vu très brièvement à la fin des Animaux Fantastiques. Là, je trouve qu'ils ont réussi à réiconiser le personnage rapidement, qu'on se rende compte à quel point il est dangereux et malin aussi. Parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup plu et dont peu de gens en parlaient, c'est que c'est pas simplement un mec qui va lancer des sorts, genre des Avada Kedavra à l'appel, c'est un mec qui est limite un petit peu vicieux. Par exemple, un détail, c'est que les reines donc autour des sombrales se transforment en serpents et sautent à la gueule des cochers.
Et je trouve ça incroyable parce qu'on se rend compte à quel point le mec est doué et en même temps vicieux. Et à mon sens, cette scène permet de réiconiser parfaitement Grindelwald. Je suis assez d'accord avec ça. Au niveau iconisation du personnage, moi, il y a juste une ou deux choses après coup qui me sont revenues, en fait. Ouais. C'est que ça fait des mois qu'il est enfermé, en fait. Et on dit qu'il était tellement chiant à balancer des sorts à tout le monde qu'on lui a coupé la langue. Mais du coup, on se rend compte que c'est son sbire à qui on a coupé la langue. Donc, en fait, moi, ma question, c'est à quel moment ils ont changé leur place et comment ils lui faisaient boire du polynectar, les choses... Enfin, ça me faisait... Ouais. Ça m'a fait tiquer, en fait, après coup. Même après ma critique, je me suis demandé comment c'était possible. Mais bon, c'est pinaillé, je l'avoue, c'est pinaillé. Sinon, tu as raison, la scène dans son ensemble est très 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 bonne. Ouais. Il tue quasiment personne. Hein. Enfin, bon, tout le monde tombe du truc, mais bon, il y a l'arresto momentum, donc logiquement, ils doivent se sauver, ils peuvent se sauver facilement même. Donc ouais, il tue pas pour tuer. Oui, et voilà. Ça reviendra plus tard et c'est très présent chez le personnage. Il veut pas tuer pour tuer. Totalement d'accord, ouais. On va parler de Newt et du début de l'intrigue, quoi. On retrouve Newt au ministère de la magie et on lui apprend que Croyance n'est pas mort. Bon, du coup, ça aurait été sympa, je pense, qu'on nous cache le fait que Croyance soit pas mort tout le long de la promo du film, mais du coup, on l'a montré, donc au final, c'était plus véritablement une surprise. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Bah, c'est vrai que déjà, le fait qu'il ait survécu, à mon sens, c'est bien sûr utile pour le reste de l'intrigue, mais ça semblait tellement réglé en fait à la fin du premier film que quand on apprend qu'il a survécu, je sais pas, ça m'a un petit peu surpris. Je vais pas crier à l'incohérence, tu vois, mais je me dis, putain, quand même, c'est parce que c'est le scénario, quoi, tu vois. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Et puis c'est accentué par le fait, comme tu l'as dit, qu'ils s'en sont jamais cachés en fait, qu'ils avaient fait survivre Croyance. Et ça aurait été plus astucieux que ça reste mystérieux dans la promo et peut-être plus longtemps dans le film en fait. Peut-être qu'on découvre, je sais pas, peut-être plus subtilement qu'il avait survécu. Je sais plus si à la fin du premier film, et ça la faute m'incombe qu'à moi-même, mais est-ce qu'à la fin du premier film, on sait s'il a survécu ou non ? Bah alors, j'ai revu le film avant d'aller voir le 2, et apparemment il y a une sorte de brume noire qui échappe le trou creusé du métro de New York. Bon, ouais. C'est pas super explicite, mais il y en a qui avaient émis cette théorie dès la fin du premier en ayant vu cette brise noire en disant Croyance n'est peut-être pas forcément mort. Enfin voilà, donc... c'est léger. C'est très léger, mais certains ont remarqué ça, donc voilà. Peut-être qu'il aurait fallu appuyer sur une scène où on le voit en chair et en os, quoi. Ouais, carrément. Mais vu qu'ils ont assumé jusqu'au bout qu'il était là, et il aurait peut-être fallu appuyer avec une scène, voilà, on le voit réellement et pas seulement en obscurus. Ouais, bah oui. Du coup, c'est possible en fait qu'il y ait une scène qui a été tournée, puis ils se sont dit non, on la coupe, on verra bien ce qu'on fait, si on le cache ou pas pour le 2, quoi. C'est probable, ouais, tout à fait. On lui dit, voilà, si tu veux pouvoir sortir du pays, d'ailleurs, on sait pas pourquoi il est privé de sortie de pays, non ? On sait pourquoi il doit rester au pays ? J'ai pas... Bah, ils lui mettent sur le dos d'avoir détruit la moitié de New York, en fait. Ils lui mettent sur les épaules ce poids-là. Ok, donc c'est sa faute, ok, très bien. C'est sa faute, apparemment, ouais. Ok. Oui, donc il lui interdit de sortir et on lui incombe donc de rejoindre le ministère de la magie en tant qu'Aurore, et que s'il accepte, il doit aller chercher Croyance, et là, il peut sortir. C'est ça. Bah, j'ai trouvé ça, enfin ça c'est cohérent, et pas de souci avec ça. Il refuse parce qu'il veut pas choisir de camp, c'est ce qu'il dit. C'est vrai. Et on arrive à un moment, je pense que beaucoup ont aimé, l'introduction de Dumbledore. Donc qu'est-ce que t'en as pensé ? Dumbledore, alors déjà j'étais très pressé de le retrouver, donc je vais pas être très objectif, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, et surtout on retrouve dès le début, dès l'introduction, ce côté un petit peu malin et drôle, chaleureux du personnage. Donc pareil, je trouve qu'ils réussissent à bien réiconiser le personnage, d'autant plus qu'il a changé d'acteur puisque c'est Jude Law qui le joue maintenant. Donc en fait il y a eu comme une nouvelle introduction à Dumbledore dans la saga, et je trouve que c'est plutôt bien fait. La scène est cool, le dialogue est plutôt sympathique, et Jude Law, il crève totalement l'écran, donc moi cette scène je l'ai beaucoup aimée. Oui, on est d'accord, Jude Law est vraiment au maximum, enfin je trouve que ça lui colle à la peau ce rôle, mais on y reviendra plus tard. J'ai trouvé sympa l'histoire du gant et tout, monte là-haut, machin, c'était drôle.
C'était drôle. Pour ceux qui n'avaient pas vu les bandes annonces, ils s'attendaient pas forcément à voir Dumbledore, donc c'est sympa. Après, moi, sur le moment, ça m'a pas gêné. Franchement, moi, te le dire comme ça m'a absolument pas gêné. J'ai trouvé ça incohérent par la suite, mais sur le moment, j'ai continué l'histoire, quoi. Ça m'a pas gêné. Non, sur le moment non plus, ça m'a pas gêné, c'est en y repensant que ça m'a un peu fait tilter. On peut aussi se dire que Jacob n'a tout simplement pas envie de s'en aller des États-Unis parce que on sait qu'il a son affaire là-haut et toute sa vie, quoi. C'est peut-être pour ça que voilà. Et puis ils sont énervés aussi, donc tu sais, quand on est énervé, on peut dire que voilà, on n'écoute pas forcément ce que l'autre dit. Voilà, ça peut passer à la limite, tu vois. C'est vrai, ça peut passer, effectivement. Après, moi, Jacob, ça me fait plaisir de le voir, toujours aussi farceur et tout. Je trouve que c'est un personnage quand même attachant. Ils l'ont bien iconisé dans le 1 et ça fait plaisir de le revoir. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ensuite, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire de mallette grandeur nature ? C'était sympa, moi j'ai trouvé cette scène. Elle était superbe. En plus, du coup, c'était un petit peu la même scène que dans le premier, mais revisitée, et ça a évité la redite. Et puis il y a des concepts qui sont géniaux. Enfin, je veux dire, chaque mur, enfin chaque espèce de porte conduit à un univers. Tu t'en connais pas vraiment les limites. On voit que quand il y a cette scène avec l'espèce de, j'ai pas le nom de l'animal, mais de cheval en algues, il y a carrément un lac tout autour immense. C'est vraiment, c'est somptueux, il y a ce côté familier, chaleureux. Ils nous refont le coup des nifleurs aussi. Bon, c'est l'accessoire un petit peu mignon du film, mais ça fonctionne. C'est féerique. Enfin, c'est ces scènes-là qui vraiment rappellent la magie et l'émerveillement des premiers Harry Potter. Je suis totalement d'accord, c'était vraiment génial, c'est une super scène, puis les nifleurs là qui volent sur des bouchons de champagne, alors moi j'ai adoré. C'est magique. comme dirait notre ami Clubman, les hamsters magiques, enfin voilà. Non, c'était cool. C'est très très cool comme scène, et puis ça marque un petit peu une pause dans un récit qui se veut quand même très sombre et obscur. On y reviendra après, hein, mais toutes ces scènes là sont vraiment hyper appréciables. C'est important de remettre ça en contexte parce qu'effectivement, comme tu le dis, la suite n'est pas très joyeuse. Tout à fait. Donc, on apprend que Tina est à Paris, que Queenie est allée rejoindre Tina, et c'est ce qui décide finalement Norbert à partir à Paris avec Jacob. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il s'était brouillé en fait. À cause de l'estrange, oui, voilà. Donc en fait, Tina et Newt étaient partis en bons termes, mais ils se sont brouillés parce que Tina a compris que c'est Newt qui allait se marier avec l'État, c'est ça ? C'est exactement ça, et justement c'est intéressant que t'en parles parce que à mon sens ça fait partie des espèces de petits quiproquos bizarres du film. C'est un petit peu tiré par les cheveux cette histoire, je veux dire. T'as quand même un journal qui confond les mariés. Enfin, en plus, sur la photo, Thésée et l'État sont assez proches, et t'as Norbert qui est tout à gauche. Ouais. Et le journal confond les mariés. Du coup, Tina, sans prendre en considération, enfin, elle pourrait demander à Newt, tout simplement, ou au moins lui souhaiter un bon mariage, tu vois, histoire d'être sûre. Et non, elle va rester là-dessus. Et on apprend, en plus, que Tina fréquente un Aurore. Est-ce que l'Aurore, on le voit dans le film ? Je crois pas une seule fois. Non, on le voit pas. Donc, en fait, t'as cette espèce de quiproquo amoureux qui sort un petit peu de nulle part. Et ça fait partie des trucs qui m'ont fait tiquer vraiment dans le film. Je trouve que c'est très bizarre comme espèce de... On va recréer une espèce de tension un petit peu, parce que déjà dans le premier film, Tina et Newt mettaient du temps à se faire confiance et tout. À la fin, comme tu l'as dit, ce qui était en bon terme. Et là, on repart sur une relation de non-confiance. Enfin, c'est un petit peu bizarre quand même. Oui. Après, ça ressemble un peu au quiproquo qu'on avait eu dans le 4 avec Harry et Ron. C'est vrai. Ron qui croyait pas Harry, que c'est pas lui qui avait mis son nom dans sa coupe, alors que quand même, il y a 3 ans qui se sont passés, 3 ans où Voldemort a essayé de le buter. C'est vrai. Je pense qu'au bout d'un moment, Ron, il doit comprendre que c'est pas Harry qui fait des conneries, tu vois. C'est vrai. Et voilà, ils se sont pas parlé pendant la moitié du film dans le 4, donc... Ouais. Ça... Peut-être que le quiproquo est un des ressorts scénaristiques que J.K. Rowling aime utiliser, j'en sais rien. Peut-être, c'est possible. Sachant que dans le 5 aussi, il y a le quiproquo avec Cho et en fait le Veritaserum, enfin tout ça. C'est vrai. Et il y en a pas mal au final dans Harry Potter. C'est vrai. Pareil pour l'histoire du médaillon dans le 7 partie 1, enfin voilà. Ouais, non mais c'est vrai. Donc peut-être, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça, comme tu dis, ça remet en scène encore une fois l'histoire de se refaire confiance entre Tina et Newt, quoi. Donc c'est chiant. Ouais, je suis d'accord.
Donc ils partent à Paris, et puis le cirque Arcanus, c'est cette histoire de chemin de traverse avec la statue. Moi j'ai trouvé ça sympa en fait de remettre une histoire de chemin de traverse, encore une fois passer à travers un mur. Et c'est un peu différent dans chaque pays, j'ai trouvé ça cool, je sais pas ce que t'en as pensé. Pareil, même chose, je trouve que c'est très cool de montrer qu'en fait, des espèces de petits lieux mythiques qu'on a vus dans Harry Potter et donc en Angleterre ou en Écosse, et ben on les retrouve dans plusieurs endroits. Un truc basique, c'était le ministère de la magie. Là, c'est ce petit chemin de traverse. Moi, je trouve ça vraiment super cool. Et ça contribue, et c'est un petit peu ce que doit faire un spin-off, à étendre l'univers et nous faire comprendre que, bah oui, il se passe des choses partout. Et on peut recroiser des lieux un petit peu familiers comme ça. Surtout que là, c'est en dessous d'une statue une statue... on va dire typiquement parisienne, tu vois, dans l'architecture, oui. Dans le style. Ah oui, oui, totalement. Donc c'est vraiment... ouais, j'ai trouvé que c'était une superbe idée, ouais. Ça permet aussi du coup de voir qu'il y a un monde sorcier caché juste dans Paris, quoi, clairement. Ouais, clairement. Et ça pour Parisiens, même si ça n'a pas été tourné à Paris, pour Parisiens français, ça fait plaisir, quoi, je trouve. Ouais, clairement. Et du coup, cette histoire de cirque Arcanus, on retrouve Croyance et Nagini, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Alors, le concept du cirque, moi j'aime beaucoup. Il me semble pas qu'on en ait déjà vu dans Harry Potter, et donc j'aime bien l'idée du cirque, hein, ça reste un concept nouveau dans cet univers. Je trouve que la scène est quand même assez courte. Quand on la voyait dans la bande-annonce et comment ils la mettaient en avant, j'avais l'impression vraiment qu'on allait voir un truc assez spectaculaire. Au final, c'est assez expédié rapidement, hein, et puis c'est assez drôle parce que même dans le film, hein, en 2 secondes c'est réglé avec cette espèce de cet elfe de maison qui claque des doigts, et puis voilà, le cirque se range dans une mallette. Ça c'était lourd, ça. Non mais voilà, c'est expédié hyper rapidement. Bon, ça permet de retrouver Croyance et Nagini, du coup, enfin Nagini dans une autre forme. J'ai trouvé que la façon dont se révélait Nagini était plutôt cool, même s'ils cachent pas une seule seconde qu'elle s'appelle Nagini, tu vois, genre ils ont pas essayé de garder un petit peu le mystère. Bon, c'était dans la bande-annonce, certes, mais ils auraient... Ouais, puis c'est marqué sur les affiches. Hein. C'est marqué sur les affiches, ouais. Mais ils auraient pu quand même essayer de garder un petit peu le mystère... ouais, je suis d'accord. Dans le film. Après, je trouve que la scène est plutôt belle. Et puis, ça libère le Zhuwu, je crois qu'il s'appelle comme ça, cette espèce de gros chat dragon chinois. C'est ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, j'avais bien aimé. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec une réserve sur Nagini. Ouais. Parce que du coup, bon, vu qu'on spoil, à la fin, elle se retrouve à Poudlard quand même. Oui, c'est vrai. Avec tout le monde. Donc, dans quel camp elle est exactement, sachant que Voldemort est né il y a 1 an plus tôt, donc à l'époque du film, Voldemort a 1 an. Donc, moi, ma question, c'est où va nous mener Nagini, quoi. Parce que, en gros, est-ce que le fait que ce soit un malédictus, au fur et à mesure qu'elle se transforme en serpent, elle est corrompue? Je vois pas comment ça peut fonctionner dans ce sens-là. Ou alors c'est totalement Voldemort ou Grindelwald dans la suite qui vont lui retourner le cerveau et faire qu'elle va devenir le serpent qu'on connaît tous, quoi. C'est probable que ça se passe comme ça. On sait que Voldemort comme Grindelwald savent parler aux gens et choisir bien leurs mots pour te retourner le cerveau. C'est une de leurs caractéristiques, et c'est probable que du coup peut-être que Tom Jedusor prendra en pitié cette malédictus, et puis au final elle deviendra son amie, et au fil des années elle va devenir un serpent qui bouffe des gens, quoi. Voilà, hein. Je ne sais pas trop, mais à mon avis ça va aller par là. Et puis Tom Jedusor, ça m'étonnerait pas qu'on le voit ne serait-ce que pour un caméo dans cette saga, hein. Ah, mais moi je suis persuadé, d'ailleurs j'en ai fait une petite présentation il y a pas longtemps. J'ai axé quels sont les personnages principaux de la saga, et puis j'ai parlé du moment où on verra Voldemort, Tom Jedusor, dans l'histoire, quoi. C'est obligé à un moment donné. C'est sûr. C'est obligé. Ça fera plaisir quand ce sera là, du coup. C'est clair. Après, à voir quel casting ils vont utiliser, s'ils vont reprendre d'anciens acteurs, sachant qu'ils sont peut-être trop vieux aujourd'hui. On verra, mais c'est clair que oui, rien que Voldemort, bien évidemment c'est Warner, donc ils vont le mettre dans toutes les bandes annonces. C'est sûr, même si c'est un caméo. Ah oui. Mais ouais, ça fera plaisir. Et puis, il y a aussi un truc qui se passe avec cet opus-là et qu'on peut dire entre 2 scènes, c'est qu'il se rapproche vachement d'Harry Potter, ne serait-ce que par la présence de certains personnages, Nagini et Dumbledore les premiers, mais aussi en termes d'ambiance un petit peu plus lourde, un petit peu plus sombre. Je trouve que ça rappelle vraiment beaucoup Harry Potter. Et puis, il y a le symbole des reliques de la mort gravé un petit peu partout, surtout sur les affiches, plus que dans le film. Il est présent partout, dans les reliques de la mort, sur toutes les affiches.
fiche, il était là, quoi. Donc ils veulent vraiment lier les deux, donc c'est logique qu'à un moment on est Tom Jedusor, à mon sens, ouais. Oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, même dans le titre stylisé, les crimes de Grindelwald, avec le I, le G et le A, Oui. avec la baguette, la bague et la cape. Tout à fait, c'est vrai. Donc ouais, enfin, c'était une bonne idée de jouer là-dessus, je trouve. Tout à fait. Pour que les gens comprennent bien que c'est dans l'univers de Harry Potter. On continue donc notre route à travers le film. On va se retrouver donc avec le zoo en liberté. Norbert va l'attraper d'une façon, j'ai trouvé ça super drôle. C'est vraiment génial. Comme il le met dans sa manette, avec c'est dingue. C'est ouf. Ouais. Et de son côté, Tina était là quand le cirque a pété un plomb et elle est sur les traces de croyances et Newt est sur les traces de Tina. Et on va faire l'introduction à un nouveau personnage dont je te laisse dire le nom parce que j'ai totalement oublié comment il s'appelle. Ça commence par un K, je crois. Oh là là, je n'ai plus du tout le nom de ce personnage. C'est dire à quel point il m'a marqué. Mais c'est Kama, quelque chose comme ça. C'est ça. Je crois que c'est ça. Mais le personnage m'a tellement peu marqué. Ça fait partie des personnages qui débarquent dans le récit. Bah, on va en parler peut-être avec cette scène-là justement. Hein, mais ouais. des personnages qui arrivent. Donc c'est bien d'avoir une belle galerie de personnages, mais à mon sens déjà celle des Animaux Fantastiques est largement suffisante, tu vois. Oui. Et on a ce personnage qui arrive du coup dans cette scène-là. On se dit que voilà, il y a des choses à raconter et tout. Et c'est là que commence à s'amorcer cette histoire de famille. Cette histoire de famille, bon, on en parlera dans les scènes futures avec les révélations, mais déjà là, j'ai commencé à me dire waouh, encore un nouveau personnage avec de nouveaux mystères. Et puis du coup Tina qui va suivre ce personnage, et puis Newt et Jacob qui vont suivre les traces de Tina et de ce personnage. Enfin, là, ça a commencé un petit peu à se prendre les pieds dans le tapis, gentiment, mais quand même. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que cette histoire de famille est assez compliquée. Ouais. Même moi, c'est ce que je disais dans ma critique, en ayant lu tous les bouquins, en m'étant renseigné et tout sur les wiki Harry pour savoir l'histoire de famille et tout, je n'ai pas réussi à remettre Lestrange dans quelle branche de la famille Lestrange elle était. On nous parle de Corvus Lestrange tout le film. Moi, je pensais que c'était un des cousins de Bellatrix. Enfin, j'ai absolument rien compris. Donc, pour ceux qui sont là et qui veulent savoir, en gros, il y a deux branches. Il y a le grand Corvus Lestrange qui est le frère de la lignée des Lestrange du côté de Bellatrix, et Corvus qui lui a eu sa lignée avec Leta qui est du coup la grande tante de Bellatrix. Donc, c'est des cousins au 3e degré. Enfin, c'est voilà. Aucun rapport, pas la même lignée du tout, quoi. Ouais, voilà. Bah en fait, c'est Lestrange. J'ai limite l'impression qu'ils ont calé un Lestrange, tu vois, pour que ça, tu vois, ça résonne bien à nos oreilles, puisqu'on se rappelle forcément Bellatrix, mais que au-delà de ça, c'est tellement compliqué qu'en fait, on se rend même pas compte de l'impact que ça peut avoir sur l'histoire, en fait. Ah oui, non, mais c'est ça le problème. Mes potes qui étaient totalement perdus au cinéma, hein. Je t'avoue qu'ils ont pas compris grand-chose cette histoire de famille, hein. C'est tellement compliqué, je pense que déjà même si on connaissait tout par cœur, comprendre les inversements, on en reparlera dans la scène tout à l'heure, hein, plus précisément, mais c'est vrai qu'il faut suivre, faut s'accrocher, hein. À partir de là, il faut vraiment s'accrocher, hein. Donc du coup le mec il s'appelle Youssouf Kama, voilà, j'ai retrouvé. C'est ça. Youssouf Kama. Ouais, donc j'ai pas compris en fait, on comprend plus tard à quoi sert ce personnage, mais c'est vrai que l'introduire à ce moment-là de cette sorte, c'était chelou. C'était bizarre. Du coup, ils se retrouvent emprisonnés les deux. On avait fait beaucoup de teasing avec ce mur qui expliquait plein de choses. Au final, on passe même pas 2 secondes dessus, on n'en parle même pas, il est juste présent à l'écran. C'est vrai, c'est dommage. Ouais, ça aurait été sympa d'expliquer un peu tout ça. Bon, du coup, on l'apprend plus tard, mais enfin voilà. Ouais. Du coup, ils arrivent à s'échapper par un petit tricks d'Axio, là, c'était sympa. C'est vrai. Ils ouvrent la porte et ils s'en vont dans la planque que leur a filé Dumbledore, et on tombe sur qui ? Sur Nicolas Flamel. Ouais. C'est là que commence. Voilà. Il va être moment d'aborder le fanservice. C'est là qu'on va commencer à pouvoir en parler. Nicolas Flamel, alors quand je l'ai vu dans la bande-annonce, je me suis dit, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça a beau être un personnage qu'on a vu, et je mets des grosses guillemets, hein, dans Harry Potter à l'école des sorciers, en fait c'est un personnage qui reste totalement inédit parce qu'on a vu son artefact le plus connu, hein, la pierre philosophale, mais le personnage en soi on le connaît pas. Donc je me dis ça reste un nouveau personnage qui est déjà plus ou moins présenté parce qu'on connaît Harry Potter, et ça peut être tout à fait intéressant.
Le problème, c'est que dans le film, à mon sens, il ne sert à rien. Et c'est là, en fait, que je considère ça comme du fanservice, c'est-à-dire que si tu m'introduis un élément de l'univers un petit peu putassier, on va dire ça comme ça, mais qui sert à l'histoire, franchement, je t'en veux pas parce que ça contribue à l'histoire, ça permet de faire avancer les choses. C'est comme les scènes à Poudlard, à mon sens, on revoit Poudlard, oui, c'est clair que ça tape dans la nostalgie, mais ça sert, tu vois, ça sert à recontextualiser, puis Dumbledore, il est à Poudlard, donc on va à Poudlard, c'est logique. Là, Nicolas Flamel, il arrive... Alors, il a son utilité à la fin, mais je trouve que c'est carrément cheaté. Mais en fait, il est là juste pour être là. Et c'est là que pour moi, c'est du fanservice, quoi. Oui, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Mais ouais. Disons mais t'as le droit. J'ai apprécié ce moment où Nicolas... Je l'avais vu dans la bande-annonce, j'étais comme un fou. Donc j'ai bien apprécié ce moment quand je l'ai vu. Je trouve que le fait qu'il soit là à la fin... Je pense qu'il n'est pas là que dans ce film. Je pense qu'il continuera l'histoire. Enfin, j'espère. J'espère aussi. Il continuera l'histoire. Donc peut-être que c'est juste une introduction. Et puis, ça contribue quand même à la continuité de l'univers. Parce que dans Harry Potter 1, on nous dit que Dumbledore et Nicolas Flamel sont des amis de longue date. Ouais, c'est vrai. Donc quand on sait que Nicolas Flamel est un sorcier français, quand on va à Paris et que Dumbledore lui dit un lieu sûr où personne ne te trouvera, je trouve ça normal qu'il lui file l'adresse de son meilleur pote, quoi. C'est vrai. Donc dans un sens, il est là par la justification que c'est l'ami de Dumbledore. C'est vrai. Certes, c'est facile, donc je suis d'accord et pas d'accord à la fois, voilà. Je comprends. Non, mais ce que tu me dis, ça me semble tout à fait juste. Mais par contre, tu vois, quand on le revoit un peu plus tard et qu'on voit la pierre philosophale, là, à mon sens, oui, ça, je suis d'accord. C'est totalement gratuit, tu vois. Genre, on a fait la liaison entre les deux, quoi. T'as pas besoin de nous remontrer la pierre philosophale, même si c'est très bref, hein. Mais on a le temps de la voir. C'est limite s'ils nous mettent pas un petit sentiment derrière pour qu'on marque l'objet magique, quoi. Panneau warning, c'est attention. C'est ça, attention. Voilà. C'est là pour moi que c'est tombé un petit peu dans le fanservice. Et je sais plus si c'est exactement dans la même scène, mais vu qu'on parle de Flamel, je vais en parler vite fait maintenant. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Non, je t'en prie. Mais le fait qu'il ait une espèce de je sais plus si c'est une boule de cristal ou quoi, mais qui lui permette de tout voir à l'avenir, ça me fait un petit peu chier, quoi. Enfin, je trouve que c'est beaucoup trop simple en fait. Ah, pour que Jacob puisse s'en aller. Oui. Ouais, je vois ce que tu... Ouais, oui, ça c'était facile aussi, je suis d'accord. C'est très facile, à mon sens. Enfin, il y a toujours eu des prophéties dans Harry Potter, hein, je nie pas. Mais là, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, je sors mon artefact magique qui va te dire où le scénario doit te faire aller, et voilà quoi. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça. C'était un peu trop facile la boule de cristal. La boule de cristal, pardon. Ouais. Non, ok là-dessus, pas de souci. Et je ne t'en veux pas, tu as raison. Ouais, revoir Flamel, c'était quand même sympa. Oui. C'est vrai qu'appuyer sur la pierre philosophale, c'était pas bon. Le revoir à la fin, venir sauver tout le monde avec son sort, d'ailleurs qui est même pas dit en entier. Je crois qu'il balance finité, mais il manque l'incantatem derrière, ou alors c'est un nouveau sort, enfin, je sais pas. Ouais. Mais ouais, c'était chelou, effectivement. Donc, dans la suite de l'intrigue, ils se sont barrés, du coup, avec Kama jusque chez Flamel, et ils veulent récupérer le livret de famille des Lestrange au ministère de la Magie français. C'est ça. Pour quelle raison, je ne sais plus. Non, là, c'est un peu flou, là. Effectivement. C'est scénario, je dois récupérer le cahier de famille des Lestrange. Enfin, bref. C'est exactement ça. Du coup, ils vont au ministère, ils arrivent à se faire passer pour Thésée et l'État, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, on retombe sur Thésée Scamander, qui est le frère de Newt, mais on reviendra sur les personnages secondaires après. Ouais. Ils arrivent à choper le casier, mais il n'y a pas le cahier dedans. Parce qu'il a été déjà chopé par Grindelwald. Et on se retrouve nez à nez avec ces histoires de chats chelous. Qu'est-ce que t'as pensé des FX au niveau de ces chats? Oh là, c'est vraiment les créatures les plus animation 3D du film. Enfin, vraiment, t'as l'impression que c'est tiré d'un film d'animation. C'est très particulier. Et je trouve, en fait, c'est même pas sur tous les plans. Il y a des plans où, peut-être parce qu'ils sont en mouvement, tu fais moins gaffe. Quand vraiment, on les voit avancer au ralenti vers toi, waouh, c'est... Déjà, dans la bande-annonce, c'était pas beau, mais j'avais rien dit parce que on peut pas juger des FX dans les trailers. Mais alors là... Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais le rendu est pas beau.
Vraiment, il y a un problème, il manque des textures. Est-ce que c'est parce que on sent qu'ils sont pas assez poilus comme des chats, je sais pas, mais ils ont l'air tout lisses avec des yeux... je sais pas, on se croirait devant les Indestructibles 2, quoi. Enfin, Mais ils sont tout lisses et ouais, ils ont les yeux exactement ça, mince. Ah, j'ai oublié son nom. Du méchant des Indestructibles 2. Oui, c'est ça. Oui. Bah, j'ai l'hypnotiseur, un truc comme ça, je crois. L'hypnotiseur, voilà, exactement. Ils ont les yeux de l'hypnotiseur. Exactement. C'est perturbant. Comment faire un raccourci entre deux univers qui n'ont absolument rien à voir? C'est ça, mais... Non, mais c'est les mêmes personnes qui ont bossé dessus, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est possible. Enfin que quoi, c'est Disney et Warner, ça me paraît bizarre, mais... Non, c'est vrai, ça m'étonnerait, mais bon. Ils se sont inspirés peut-être, hein, je sais pas, mais c'est louche cette histoire. Mais ils sont bizarres, et puis, enfin... Ce qui me paraît chelou, c'est que moi j'ai la pop de ces chats chez moi, ouais. Et ils ont des dents de vampire et les yeux rouges, donc je pense qu'ils ont pas terminé les FX, hein. Peut-être qu'ils ont pas terminé, ouais. C'est chelou. C'est vraiment bizarre. Non, mais cette scène est un peu bizarre. Juste pour dire 2 mots sur le ministère, je le trouve très classe. Et encore une fois, ils ont réussi à adapter un truc qu'on connaît à un nouveau lieu. Là, l'architecture avec toute cette verrerie, c'est français à mort. C'est très Frenchy, c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, je trouve ça vraiment sublime, quoi. Je suis totalement d'accord. Non, ils ont fait du bon boulot sur l'iconisation du ministère, mais des deux côtés, hein, que ce soit celui de New York et celui de Paris. Hein. Tout à fait. C'est du bon boulot. Hein. S'ils continuent comme ça au niveau des chefs op et des chefs décorateurs dans la suite, on est bon. Hein. Grave, je suis d'accord. Donc écoute, on va aller vers la fin de l'histoire, là, avec le rassemblement de Grindelwald. Juste avant, peut-être refaire un coup l'histoire de Grindelwald à Paris, parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Et parler un coup de la scène à Poudlard avec le flashback. Voilà. Avant de passer à la fin. D'accord. Qu'est-ce que t'as pensé de toute la trame de Grindelwald pendant le film? Alors Grindelwald, je trouve qu'il est plutôt bien dosé dans le film. Après, là où ça me dérange, c'est que le film s'appelle quand même Les Crimes de Grindelwald, et là je trouve que c'est injustifié. Le fait qu'on le voit peu dans le film, vraiment sans prendre en considération le titre et tout ça, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'on le voit en filigrane, on le voit se développer petit à petit, reprendre ses quartiers, convaincre des gens, je trouve ça plutôt bien dosé. On le voit peu, mais bon, les méchants, on les voit rarement tout le long du film. Mais le fait que le film s'appelle Les Crimes de Grindelwald, bon voilà, je pinaille, hein, mais c'est un petit peu bizarre. Moi je trouve que chacune de ces apparitions est marquante, même les plus insignifiantes, ne serait-ce qu'une discussion à bout d'un moment avec Grimson, je trouve que à chaque fois le personnage est super charismatique, il en impose énormément, ne serait-ce que cette scène qui est vraiment sublime, attention c'est particulier, hein, mais où il fait assassiner un gosse, enfin je veux dire, comment faire piger en 2 secondes que ton personnage est cruel et en même temps n'aime pas vraiment se salir les mains, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait pas le sale boulot, contrairement à un Voldemort qui est complètement psychopathe. Enfin, pour revenir sur le côté plus général et moins dans le détail, je trouve que Grindelwald, chacune de ces scènes sont utiles, marquantes, et ça accompagne plutôt bien le film. On doit le voir sur 2h10, on doit le voir peut-être 40 minutes, et c'est peut-être même moins, mais je trouve que c'est suffisant en fait. Oui, je suis totalement d'accord, surtout sur la scène de l'enfance. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vraiment l'horreur de la scène, mais cachée par l'entrebâillement de la porte. Enfin, c'est ça. C'était parfait. C'était parfait, et je trouve que Johnny Depp, on en parlera plus tard, pardon, excusez. Ouais, on en parlera plus tard. Voilà. Mais ouais, sur le personnage en lui-même, voilà, il a vraiment tout ce qu'il faut d'un bon méchant. C'est-à-dire, il n'est pas méchant pour être méchant, il a des bonnes raisons derrière, et qui sont, ma foi, justifiables dans un sens. Dans un sens. Voilà. C'est un petit peu, il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle, mais ce genre de méchants comme Thanos en fait, que tu finis peut-être pas par comprendre, mais ils ont tellement des motivations claires, précises et fondées, tu vois, que en fait, c'est des méchants qui deviennent passionnants à suivre. On est d'accord. Et puis, c'est un peu le reflet de l'époque, c'est la montée du fascisme, quoi, en Europe. Tout à fait. Et donc, il peut faire penser au Mussolini, au Hitler, etc. Exactement. Et pour dire, ces gars ont quand même gouverné pendant des dizaines d'années les plus grands pays européens, et c'est parce qu'ils étaient comme ça fondés sur de mauvaises choses, mais des très très bons orateurs, et ça a rallié plein de monde à leur cause, quoi. C'est ça, c'est qu'ils, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils choisissent très bien leurs mots, et enfin, on le voit avec la scène finale, on va y arriver justement à la scène finale, mais enfin, ils choisissent tellement bien ces mots que, bon, t'as le contexte et t'as le recul parce que c'est un film, mais t'as limite envie de le rejoindre en fait, tellement il parle bien, tellement il... On va parler de la scène finale, comme ça je pourrais peut-être plus spoiler. Allons-y, scène finale.
ce que je voulais surtout dire, c'était du coup, c'était cette scène où en fait, donc il fait un discours devant tout le monde, un discours, voilà, chaque mot est maîtrisé, chaque geste aussi. Enfin, Depp a une prestance incroyable. Et il y a cette scène, enfin que je trouve dingue, avec les aurores du coup qui débarquent et où Grindelwald va dire surtout ne soyez pas violents, c'est eux les méchants. Et en fait, dans son discours, il va transmettre l'idée à une sorcière à un moment de se jeter, je mets des guillemets parce qu'elle se jette pas vraiment, mais sur un aurore. Enfin, il va pousser à la violence alors que il indique qu'il veut pas de violence. Enfin, tu vois, il y a un truc assez bizarre. Oui. C'est un très bon manipulateur en fait. Il est arrivé exactement ce qu'il voulait, enfin ce qu'il désirait depuis le début en fait. Je trouve que c'est dingue, ces scènes sont dingues. Non, mais le fait de faire venir les aurores à lui, parce qu'il leur dit venez mes amis, et en même temps dire à tous les gens qui l'écoutent, ne soyez pas violents, montrons-leur que nous sommes des gens, voilà, etc. Et bah ça amène une énorme méfiance des deux côtés. C'est ça. Et donc en fait dès le moment où quelqu'un va bouger, tu vois, bah il y a un aurore qui a pété un câble, qui a balancé un Avada Kedavra. D'ailleurs ça il faudra y revenir. Depuis quand des aurores balancent des Avada Kedavra? Mais mais enfin voilà, il a réussi à monter chaque camp l'un contre l'autre sans le faire. C'est ouf. Ouais. Le talent d'orateur, hein. Encore ça, c'est que il sait très bien manipuler les masses, comme l'ont fait les grands dirigeants, les dirigeants les plus machiavéliques, on va dire ça comme ça. Voilà, les grands dictateurs, voilà. Non, mais reflet parfait de l'époque, et puis personnage encore une fois grandiose. Hein. Cette scène est juste le discours, parce qu'après on viendra à la baston, hein, mais le discours, enfin. Vraiment, t'es plaqué à ton fauteuil. Enfin, j'écoutais chacun des mots de Depp, et pas simplement parce que l'acteur crève l'écran, mais vraiment, le personnage est super bien écrit. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Et puis cette histoire d'artefact, son crâne chicha là, j'ai trouvé ça énorme. Je trouve ça dingue en fait qu'il puisse voir le futur à travers un truc un peu magie noire quoi. C'est ça. C'est savoir qu'il va y avoir une deuxième guerre quoi. Ouais, non mais c'est dingue. Alors au début je le vois sortir sa chicha, je me dis bon ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après on a cette vision, c'est vrai, on a cette vision magnifique où on a les personnages qui sont plantés au milieu de la guerre. Et enfin je trouve que là, en termes de mise en scène, en termes d'impact, parce qu'il y a la musique aussi qui joue beaucoup là-dessus, enfin c'est une grosse claque. Ça dure pas longtemps, ça dure peut-être 5 secondes, hein, mais c'est vraiment une grosse claque vers la fin du film quoi. C'est une très belle scène. D'accord, je suis d'accord. C'est la meilleure scène du film en soi. Hein. Ouais, probablement, ouais. Donc, enfin, voilà. Mais c'est dingue et j'aimerais bien qu'on ait encore plus d'explications sur cet artefact dans les suites. Mais voilà, on a plein d'artefacts qui viennent dans la série Harry Potter. Donc, encore une fois, une référence, enfin, le fait de ramener un artefact à Grindelwald, le fait qu'il ait ce crâne chicha comme peut-être Voldemort avait Nagini, enfin... un exemple, hein. Mais il y a plein d'artefacts, le collier de Serpentard, la coupe de Poussoufle, l'épée de Gryffondor, le diadème de Serdaigle, enfin, la saga Harry Potter est parcelée d'artefacts magiques, le Choixpeau, etc. Donc c'est sympa de ramener encore une fois un artefact, ce coup-ci à un méchant, mais du coup ça rejoint et ça fait le lien entre les univers, quoi. Tout à fait. Donc, on va terminer sur le scénario avec la scène à Poudlard et le flashback de l'État dont on n'a pas parlé, qui est important pour aborder le twist final. Tout à fait. Si tu le veux bien. Donc, qu'as-tu pensé de ce retour au bercail ? Alors, du coup, oui, donc il y a les personnages qui reviennent à Poudlard, si je me trompe pas. C'est les aurores, en fait, qui viennent chercher Dumbledore. C'est ça, donc après comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de revoir Dumbledore à Poudlard et tout, ça fait plaisir, c'est plaisant. Dumbledore a toujours une grande classe. Je vais plus me focus sur l'état du coup, sa discussion avec Dumbledore et le flashback. Déjà revoir une salle de classe de Poudlard, nostalgie sur 20. que c'était... je trouve que l'État est un beau personnage de base et elle amène beaucoup de douceur et de tendresse dans ce film. Et son flashback était très touchant. Bon, c'était un petit peu la frontière fanservice, utilité dans le scénario, mais bon, le flashback était utile pour mieux comprendre la relation qu'elle avait avec le monde et surtout avec Newt.
Ouais, bah, je trouve que le flashback était très efficace. On a revu beaucoup de choses en très peu de temps. Donc on a revu le Quidditch, par exemple. C'est un des détails qui m'a beaucoup marqué, mais le Quidditch, c'était très bref. Mais, ça, c'était sympa, ça. Ouais. Mais voilà, ils n'ont pas non plus fait un gros zoom dessus. C'était dans le fond de la scène. C'était plutôt cool. Donc on voit le flashback avec notamment l'épouvantard et le Ridiculus. Scène magnifique avec un pseudo ralenti avec cette espèce de drap qui tombe dans le vide. J'ai trouvé la scène sublime. Il y avait une ambiance à ce moment-là qui était vraiment foudroyante. Enfin, tu sais pas ce qui se passe, mais ouais. Je m'attendais à ce que Dumbledore fasse comme Remus et se jette devant Lestrange en fait quand il a vu le drap, mais pas du tout. Non. Il a laissé la scène se dérouler. Ils ont évité la répétition, mais c'est vrai que je m'attendais à ça aussi. Hein. D'accord. Ouais, donc comme je l'ai dit, on comprend la relation entre Newt et Leta. Et puis après, il y a Dumbledore et Leta qui parlent dans le présent, à l'époque du film, de leur vie respective, plus ou moins. Là, il y a Dumbledore qui... Je trouve en fait, dans ce film, Dumbledore, par moment, il a tendance à mettre un petit peu trop sa vie privée en avant. Enfin, il commence à parler de sa sœur et tout, alors que c'est des choses qu'il a toujours caché énormément, parce qu'en fait finalement on les a appris que dans les derniers Harry Potter, mais vraiment dans le 7 quoi. Je trouve que dans ce film là par moment il a tendance à révéler pas mal de choses assez facilement. Est-ce qu'avec l'âge il va se réserver de plus en plus? C'est ça, je pense que c'est absolument ça, je pense, à mon avis. Ouais, peut-être, parce que là, bon, il parle de sa sœur, quand les Aurores viennent le voir et qu'ils lui disent « Oui, vous étiez bons amis à Grindelwald », il pourra laisser le truc se tasser, mais il dit « On était plus que des amis ». Bon, oui, certes, mais à l'origine, il n'y a personne qui est censé être au courant. Voilà, mais peut-être que oui, avec le temps, il va moins divulguer sur sa vie, parce que ça reste quand même sa grande tragédie, hein, sa sœur et Grindelwald. Donc, ouais, mais je trouve que dans ce film, il parle quand même un petit peu beaucoup de sa vie. Après, est-ce qu'il parle, pour les personnages ou est-ce qu'il parle pour le spectateur? Parce que c'est quand même important pour ceux qui n'ont pas lu les livres, hein, ouais. de parler de Grindelwald et de Ariana, puisque c'est toute la tragédie de Dumbledore et on en apprendra encore plus dans la suite. Mais le fait que Ariana ait été supposément un Obscurus et que Grindelwald fut son amour, son grand amour qu'il ne retrouvera jamais personne d'autre comme lui, c'est super important pour l'identité du personnage. C'est vrai, mais tu vois, à mon sens, la scène justement où on voit le miroir du Riséd et tout ce qui s'ensuit, je trouve qu'elle est largement suffisante en fait. Elle est super évocatrice, elle est très belle cette scène d'ailleurs, je l'ai beaucoup aimée. Et il n'y avait pas besoin de Dumbledore qui dit on était plus que des amis. D'accord. Tu vois, c'est là, c'est dans ce dosage-là que je me dis, oui, il le dit pour informer le spectateur, mais derrière, ils te mettent quand même une scène avec le miroir du Riséd, encore une fois un élément d'Harry Potter qu'on retrouve, avec, où on les revoit jeunes, qui se tiennent la main, qui font le pacte de sang. À mon sens, c'était amplement suffisant déjà. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Assez d'accord avec ça. On va arriver à la fin du scénario, on va parler peut-être du personnage le plus important du film, quoi. Croyance ou Corvus Lestrange ou Aurelius Dumbledore, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses de cette dernière phrase du film, quoi, clairement? Alors déjà, pour y aboutir, on a perdu 40 minutes de film, selon moi, hein, quand même, parce qu'on construit une espèce d'histoire de famille qu'on a évoquée plus ou moins avant, hein, mais on construit tout ça pour finalement que ce soit pas du tout le cas, et qu'on apprenne que du coup c'est Aurelius Dumbledore, si c'est lui. Alors, sans juger si c'est une révélation, un mensonge, tout ça ou pas, je trouve que on en fait... Comme je l'ai dit, voilà, on construit beaucoup de choses pour finalement pas grand-chose, à mon sens. Et pour parler de la révélation en elle-même, alors à mon sens, théorie, à mon sens c'est un mensonge à 10 000%, vraiment. Et je pense que c'est pas suffisamment amené comme un mensonge, parce qu'en fait quand j'ai vu la scène, j'ai pris le truc au premier degré et je me suis dit ok, donc il nous place un nouveau Dumbledore, tu vois, j'étais surpris mais pas positivement en fait, parce que bon, les Dumbledore à mon avis, c'est pas qu'il y en a assez, mais tu vois, tous les personnages Dumbledore sont déjà suffisamment intéressants dans l'histoire, même Abelfort, je crois qu'il s'appelle comme ça. Abelfort, ouais. Donc je trouve que
Enfin, en rajouter un, c'est de trop. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, c'est un mensonge de Grindelwald. Donc, à mon sens, c'est un mensonge. Vu qu'on peut spoiler, je vais vite fait dire pourquoi, et c'est très rapide. C'est que Grindelwald, avec ce mensonge, lie son arme à sa cible. Et du coup, il fait en sorte que Croyance soit focus sur Albus pour que Grindelwald puisse vaincre Albus sans le faire lui-même, en fait. Ouais, j'ai pensé exactement à la même chose en fait à la fin du film. Je me suis dit c'est un mensonge obvious. Enfin, il y a que 3 frères dans la fratrie Dumbledore. Enfin, Ariana et Belfort plus de Albus. Ouais. Il y a pas de 4e Dumbledore. Et c'est un mensonge et on nous répète tout du long qu'ils peuvent pas se combattre et que Grindelwald veut Croyance parce que c'est le seul capable de défaire Dumbledore. Ouais. Donc je me suis dit, c'est obvious, c'est un mensonge. En plus, Queenie, juste avant, il lui dit, il est pas encore sûr d'avoir fait le bon choix, faut que tu le rassures, machin. Ouais. En plus, il lui file une baguette, il lui offre un cadeau, donc enfin voilà. Bah oui. Je me suis dit, c'est un mensonge. Et puis plus j'y repense, plus je me dis, il y a un truc qui va pas. Parce qu'il y a quand même le Phénix qui est là, qui est présent. Ouais. Et Dumbledore nous dit, et puis Grindelwald le redit à la fin, dans ma famille, il y a un vieux dicton, une vieille prophétie qui dit qu'un phénix apparaîtra à un membre de la famille Dumbledore lorsqu'il en aura besoin. Ce qui se passe exactement avec Croyance. Donc, je me suis posé là et je me suis dit, 2 théories possibles. Soit c'est le demi-frère d'Albus et il s'est passé quelque chose à Azkaban avec son père. Ouais. Quelqu'un lui a fait boire un filtre d'amour, une connerie comme ça, etc. Soit c'est le neveu de Dumbledore et Ariana aurait eu un fils avec je ne sais pas qui, j'ai pensé à Grindelwald mais pas forcément, avant qu'elle meure et voilà d'où ça vient et niveau temporel ça collerait les deux quoi. Bah après Ariana est morte à 14 ans je crois. Ouais je sais mais on sait jamais hein. À voir. J'avais vu une théorie aussi qui était peut-être complètement bête, hein, je sais pas, tu me corrigeras, mais que en fait l'Obscurus dans Ariana en fait c'était transporté dans quelqu'un d'autre et que du coup quelque part spirituellement tu vois en fait Croyance serait un descendant d'Ariana du coup. Parce qu'il a hérité de cette magie noire ou je ne sais quoi tu vois. Alors peut-être que c'est complètement tiré par les cheveux mais je sais pas, à mon avis, on va voir des théories comme ça débarquer en masse sur tout et n'importe quoi, hein, mais cette identité, à la fin, forcément pousse à la théorie. Ouais, mais cette histoire d'Obscurus me paraît un peu compliquée parce qu'en fait, l'Obscurus n'est pas transmissible de base. On voit bien que Newt, dans le premier, a capturé un Obscurus qui a tué son hôte. Donc, à mon avis, c'est pas faisable. Et puis surtout, l'Obscurus de Croyance est extrêmement fort, ou c'est Croyance plutôt qui est extrêmement fort, parce qu'il va avoir 20 ans, Croyance, là, et il est pas mort. C'est incroyable, ça n'a jamais été vu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est dingue. Est-ce que, du coup, ça explique le fait qu'il soit un Dumbledore et magie puissante en lui qui fait que l'Obscurus a pas réussi à le tuer? Je sais pas. Peut-être. Et il faut revenir sur cette histoire d'échange de bébés. Oui, voilà. Du coup. Parce que du coup, si c'est véritablement l'échange de bébés, qu'est-ce que Croyance foutait sur le Titanic? Bah c'est ça, c'est est-ce qu'il y a un bébé Dumbledore qui se trouvait sur le Titanic? Parce qu'a priori c'est ça du coup. Bah oui, du coup c'est ça. Du coup il y aurait un bébé Dumbledore. Donc en fait, là, soit c'est un mensonge et du coup c'est un bébé random en fait, ou soit c'est Dumbledore. Moi j'aime beaucoup la phrase aussi de, je crois que c'est Nagini qui lui dit, je sais plus, mais qui lui dit en fait il connaît je crois ton identité mais il ne sait pas qui tu es. Je crois que c'est ça la phrase, mais qui lui dit en fait il a beau savoir d'où tu viens, tu es toi-même et tu t'es construit ça en fait, tu vois. Et j'aime beaucoup cette idée de en fait tu peux être n'importe qui, on s'en fout, ce qui compte c'est ce que tu es maintenant. Ça c'est un détail, hein, mais j'ai beaucoup aimé cette phrase. Donc il y a cet échange de bébés sur le... Bon, en soi je trouve que l'histoire est belle parce qu'en fait on se rend compte à quel point c'est tragique. Ah oui, clairement. Ils ont encore une fois, enfin ça c'est un truc que J.K. Rowling aime bien faire, mais c'est lier l'histoire avec un grand H, la nôtre, à celle de son univers. Et là le Titanic, c'est juste fou quoi. C'était parfait. Je trouve ça tellement incroyable. Et puis on le reconnaît, mais c'est pas non plus regardez sur la coque du bateau, il y a marqué Titanic, tu vois. Non, ça reste un bateau qui va vers l'Amérique depuis l'Europe et qui coule. Voilà, on reconnaît tout de suite. Ouais, et puis on reconnaît à la façon dont il coule aussi. Enfin, c'est dans le fond du cadre, mais on reconnaît.
Et donc ouais, il y a cet échange de bébés. Ouais, donc ça veut dire qu'il y avait potentiellement un bébé Dumbledore. Alors d'où il sort? Est-ce que le père de Dumbledore a fricoté? Enfin tu vois, c'est un petit peu. Enfin c'est bizarre en fait, parce que. C'est bizarre, mais ouais. Faut compter la différence d'âge que Dumbledore a avec Aurelius aussi, si ça part sur son frère ou un truc comme ça. Bah si c'est, ouais, mais c'est ça. En fait, je pense que la théorie du fait que son père s'est fait avoir à Azkaban, c'est la seule timeline possible. Il n'a pas pu fricoter avec quelqu'un avant. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est clair, ouais. Ah ouais. Donc, ouais, je sais pas. Puis est-ce qu'ils peuvent vraiment fricoter à Azkaban? Je crois pas. Hein. Non, je pense pas, mais que quelqu'un, je sais pas, un fil d'amour, une connerie comme ça, aucune idée. J'ai pas d'autre idée en fait, à part le mensonge qui paraît le plus obvious, mais du coup c'est moins drôle. Quoi. Bah oui, c'est clair que c'est moins drôle, mais c'est cohérent. Bah oui, c'est cohérent le mensonge, quoi. C'est le seul truc cohérent. En fait, le truc, tu vois, avec le mensonge, c'est que c'est totalement pas à mettre sur le dos du film, hein, mais j'ai peur que ça déçoive des gens parce que si t'es pas un minimum familier avec l'univers d'Harry Potter, tu termines le film en te disant, bah voilà, c'est bon, c'est acquis, il y a un nouveau Dumbledore. Sauf que dans le prochain, si on apprend que c'est un mensonge, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tirer la gueule. Parce qu'ils auront pas le recul, en fait, tu vois, pour se dire, ils se diront, ah, mais on m'a laissé sur un cliffhanger qui est faux, tu vois. Et je pense que ça peut décevoir. Ça peut décevoir, ouais. Après, moi j'ai entendu dire que, enfin, il y en a vraiment pas familiers de l'univers Harry Potter qui ont compris que c'était Al Belfort, hein. Ah oui, quand même. D'accord. Ah ouais, il y en a, enfin j'ai vu des trucs sur des posts Facebook, en dessous de vidéos et des choses comme ça qui ont compris que c'était Al Belfort, quoi. Ah quand même, ouais. Donc je suis allé vite rectifier, tu vois. Oh là, oui. Donc ouais, enfin il faut faire attention à ce que les gens comprennent pas tout de travers, quoi. Bah il y a ça aussi qu'on peut dire sur le film, c'est que le film est quand même compliqué et surtout j'ai l'impression est réservé aux fans d'Harry Potter par moment quand même. Ah mais clairement. Totalement. Ils se mettent à dos une partie du nouveau public, à mon avis, avec ce film, tu vois. Genre, on peut pas découvrir l'univers d'Harry Potter avec ce film, c'est bien trop compliqué. Ah non, on peut pas. Et puis, il faut surtout avoir revu le 1 avant d'y aller. Ah bah, clairement, c'est indéniable. C'est indéniable. Écoute, voilà, je pense qu'on a fini sur le scénario et les personnages. Je pense qu'on va pouvoir passer aux acteurs. Et on peut aborder les trois principaux, Eddie Redmayne, Jude Law et Johnny Depp. Ouais. Voilà, écoute, moi j'ai rien à dire sur ils sont parfaits dans leur rôle, quoi, voilà. Bah ils sont parfaits, et puis bon, on les a un peu évoqués aussi dans le scénario, hein, forcément. Ouais. Johnny Depp magistral et flippant, Jude Law charismatique, il a ce côté un petit peu british, classe qui est génial. Eddie Redmayne, parfait comme dans le premier film. Il y a pas grand chose à en dire, quoi, sur les principaux, hormis qu'ils sont très bons, quoi. Non, mais je suis d'accord, ouais. Jude Law, c'était vraiment le casting parfait pour Dumbledore, à mon humble avis. Tellement. Et voilà, quoi. Il y avait personne d'autre, quoi. Ah, clairement, ouais, non, mais ils ont très très bien fait. Acteur déjà connu en plus, donc on sait ce qu'il vaut. Et non, mais très bon choix de casting, il y a rien à dire, hein, c'est parfait. Ouais. Pour Johnny Depp aussi, pareil, vu qu'ils l'ont casté avant toutes ces histoires, mais comme il fait du très bon boulot, moi je m'attendais, j'avais peur un peu qu'il fasse un peu son Jack Sparrow, son Chapelier Fou, et alors pas du tout, il reste très sobre, et c'est super, il montre encore une fois à beaucoup de gens qui balance pas mal de choses sur lui, qu'il est capable de faire de grandes choses et que c'est un très bon acteur, quoi. Et en plus, il est très sobre, mais je l'ai appris qu'après avoir vu le film, il a fait le même boulot en fait que sur un Jack Sparrow, c'est-à-dire que il a vraiment redéfini le personnage jusqu'à son look, en fait. C'est lui qui a défini le look du personnage. Et j'avais vu pas mal de fois que J.K. Rowling lui avait dit ouais bah j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec le personnage. Mais moi je me disais bah le personnage existe déjà, donc du coup il va avoir une certaine limite. Et en fait il a quand même beaucoup insufflé de lui-même dans le rôle, et on se retrouve avec une composition de personnages que je trouve vraiment fascinante, et vivement la suite. D'accord, ok, bah, je ne savais pas, et oui, vivement la suite. Vivement la suite. Non, parce qu'on va arriver sur la suite avec enfin Jude Law et Johnny Depp dans le même cadre. Et oh là là, ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être fou. Parlons un peu des acteurs secondaires, Jacob, Tina, Queenie, et Leta et Thésée, je pense les cinq importants. Ouais. Ils sont bons, quoi. Ils font pas d'étincelles, à part je trouve Dan Glover qui est excellent dans le rôle de Jacob. Ouais. Les autres sont là, ils font leur travail très très bien, mais sans étincelles, quoi. Alors je suis d'accord, Zoé Kravitz m'a quand même touché
Alors est-ce que c'est parce qu'elle était très 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 belle? Je ne sais pas, mais elle avait une tendresse dans le regard, dans le jeu. Ça fait pas des étincelles, hein, t'as raison de le dire, mais elle est un petit peu sortie du lot selon moi. Après oui, Dan Fogler est très très bon, et bon ils sont tous bons, mais enfin indéniablement, ils sont moins utilisés et moins présents que les trois principaux, et donc forcément, ils restent un petit peu dans l'ombre. C'est obligatoire. Bien évidemment. Et puis, ils n'ont pas de quoi, sans compter leur jeu d'acteur, hein, mais ils n'ont pas de quoi non plus briller à l'écran de par le script, en fait. Donc, bon, ils remplissent très bien leur rôle, mais pas de choses incroyables à noter. Effectivement, non, mais tu as raison. C'est vrai qu'il reste moins dans les esprits, mais je veux dire, il n'y a pas de mauvais pas, quoi. Ils ont tous été très bons dans le film, donc voilà. Ouais. Je suis assez d'accord avec Zoe Kravitz. C'est vrai que c'est plus son histoire, moi, que j'ai trouvé touchante que l'actrice en elle-même. C'est vrai, t'as raison. Mais oui. Après, elle a quelque chose dans les yeux, je trouve, comme un peu Emma Stone a. Enfin, un peu en moins bien, mais elle a quelque chose dans les yeux, quand même, qui fait retransmettre ses émotions, et ça c'est super important chez un acteur, et surtout quand il faut mettre de cette émotion-là, cette émotion de perte, de drame, c'est important de l'avoir, et je trouve que c'est quelque chose qu'elle a dans les yeux, et moi j'ai bien aimé. Ouais, non mais je suis d'accord. Bah écoute, on va pouvoir passer à David Yates, au FX, à la photo, et voilà, la mise en scène. Ouais. Globalement, moi j'ai trouvé que fidèle à lui-même, voilà, même si je trouve que voilà, la première scène est un peu fouillie, quoi. Ouais, c'est vrai. Si tu veux développer un axe important. David Yates, brièvement, moi j'aime bien son taf au niveau de la mise en scène. Je trouve que c'est un mec qui peut à la fois faire des scènes d'action efficaces et livrer une photographie à couper le souffle. C'est ce qu'il fait dans ce film, je trouve. Bon, certes, il y a la première scène, mais encore une fois, à mon avis, c'est pas vraiment la mise en scène qui déplaît dans la première scène, c'est le montage. Après, il y a aussi ce délire des éclairs qui interviennent très souvent, et ça a ce côté un petit peu épileptique qui peut vraiment déstabiliser, et on se perd souvent, on sait plus où sont les personnages, ce que fait Grindelwald, il se téléporte dehors la cabine, enfin c'est ça qui peut être un petit peu déroutant. Sinon je trouve que David Yates fait clairement le taf, et puis il est aidé d'une direction artistique comme on l'a dit, hein, avec les décors, les costumes, tout ça qui lui permet de composer des cadres absolument magistraux. Je suis d'accord. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il y ait une ou deux nominations aux Oscars pour costumes et décors, hein, pour les Animaux Fantastiques. Ouais. Qui soient nominés, ça m'étonnerait pas, sachant qu'ils ont gagné les meilleurs costumes il y a 2 ans, donc pourquoi pas. Hein. C'est possible. Non mais oui, c'est possible. Je suis assez d'accord avec toi. Après, moi je trouve que c'est quand même bizarre d'avoir décidé de tourner. Ça iconise encore plus ce personnage au niveau du scénario, je suis d'accord, mais c'est bizarre de se dire, vas-y, on va faire une scène d'évasion sous la pluie avec des éclairs. Bah c'est vrai qu'il y a un problème de lisibilité en fait. Si tu veux, sur le papier, la scène, je trouve qu'elle est excellente. C'est vrai qu'après à l'image, il y a un truc, le montage, c'est le rythme, je pense que ça va beaucoup trop vite. Avec les éclairs qui en plus font des faux cuts, puisqu'en fait t'as cet éclair de lumière qui te fait sauter l'image. T'as l'impression que ça va à 3000 à l'heure. Et le pire, c'est que c'est Grindelwald lui-même qui fait qu'il y ait des éclairs, parce qu'en fait il jette un sort dans les nuages, et puis après il y a la foudre qui tombe sur les mecs à balai derrière. Donc en fait c'est limite Grindelwald qui fait foirer la scène, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, voilà, c'est clair que quand c'est fouillis, pas track, et qu'il n'y a pas de grande visibilité, c'est plus simple pour s'introduire à l'intérieur d'un truc et faire péter tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est logique, dans un sens. Mais ouais, voilà. C'est peut-être le seul défaut sur le film que je relèverai à David Yates, parce que sinon, sa photo est magnifique, sa mise en scène est dingue. Il n'y a pas énormément de plans séquences comme il y avait, par exemple, dans Harry Potter 5, qui prenait vraiment beaucoup son temps, vu que ce film se rapproche un peu de l'Ordre du Phénix au niveau film de transition. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit que c'était peut-être un point à aborder. Il y a moins de plans séquences, mais je trouve que quand même le film se pose autant qu'un Ordre du Phénix, et je trouve ça, voilà. Il a fait exactement ce qu'il a fait quand il a repris la saga. Il s'est dit, on va poser et après on développera. C'est ça, ouais, il pose beaucoup sa caméra, du fait aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup de scènes d'action. Il y a pas mal de rythme, mais il n'y a pas forcément beaucoup de combats.
au final, hein, parce que entre la première scène d'évasion et la première scène de combat, bah oui, il y a des gens qui se font peut-être tuer par Grindelwald, mais ça reste hors champ, ou alors il n'y a pas beaucoup de rythme. Donc du coup, il a le temps de poser sa caméra et de livrer une photographie que j'ai trouvée vraiment très belle. Il y a un jeu au niveau des ombres, des lumières, bah même ce mur là, tu sais, dont on a parlé, qui était dans la bande-annonce et qui est magnifique, mais qu'on voit 3 secondes. Ce décor-là, il est vraiment beau. Bon, on le voit 5 secondes, mais il y a des décors comme ça qui sont vraiment sublimes. C'est cette histoire d'écriteaux luminescents avec une lumière qui entre par le store du dessus. Voilà, ça fait une magnifique scène. Une très belle lumière exposée sur le mur, c'est magnifique. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord là-dessus. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la mise en scène ? Mise en scène, non. Globalement, c'est très propre. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que les FX, est-ce que tu veux en parler plus en détail ? Alors on en a déjà un petit peu parlé pour le scénario. Moi je dirais juste que y a peut-être 2-3 fonds verts qui sont pas folichons sur les toits de Paris, ou bon, on voit déjà qu'ils n'ont pas tourné à Paris la plupart du temps. Donc il y a beaucoup de fonds verts. La plupart se voient pas, mais il y en a peut-être 2-3 qui m'ont sauté au visage. Et il y en a un, le plus visible à mon sens, c'est dans une des dernières scènes, quand il y a Newt et Dumbledore qui parlent sur le pont qui mène à Poudlard. Au bout d'un moment, on voit Jude Law sur un fond vert et ça se voit à 10 000 km à la ronde, le truc. Mais sinon, non, les effets spéciaux sont propres. Bon, il y a les chats dégueulasses, mais sinon, ça reste une créature de forêt sur la galerie de créatures qu'on voit dans le film. Donc, je trouve que le ratio de choses ratées est quand même très très faible. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, j'ai trouvé justement les toits de Paris, quand, par exemple, la scène où Croyance et Dumbledore parlent, Croyance et Grindelwald parlent, pardon, avec la Tour Eiffel en fond. Ouais. J'ai trouvé l'image magnifique, la photo magnifique, avec cette espèce de brume un peu sur Paris. J'ai pas vu le fond vert. J'ai trouvé ça vraiment, cette scène très très belle au niveau lumière et photo, quoi. Je sais pas si c'est là que t'aurais vu un fond vert, toi, mais moi j'ai trouvé vraiment cette scène magnifique. Non, c'est pas dans cette scène-là. Non, mais la plupart des fonds verts sont réussis, hein. Y a pas de souci. Même si je pense que tu seras d'accord, il y a quand même ce côté un petit peu carte postale, parce qu'ils sont directement à côté de la Tour Eiffel, comme cette vision qu'a Hollywood de Paris, tu vois, genre tous les toits donnent vue sur la Tour Eiffel, tu vois. Mais il y a peut-être un petit fond vert quand la première rencontre entre Dumbledore et Newt, donc sur le toit. Mais sinon, non, c'est très bien fait, un jeu pinaille, hein. Il y en a peut-être 2-3 qui sont mal faits, voilà. On peut passer à la musique, on peut passer à la musique de James Newton Howard. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi je l'ai trouvé magnifique. Vraiment, dès le visionnage, je l'ai trouvée vraiment très prenante. Elle accompagne très bien l'action. Il n'y a pas énormément de thèmes qui sont épiques et qui vont vraiment te secouer. Mais il y a beaucoup de musiques d'accompagnement, des musiques d'ambiance qui sont très très cool, chaleureuses ou pas du tout. Il y a quand même 2 thèmes à la fin qui sont très très épiques et assez badass. Il y a pas mal de gens qui ont dit que la musique était insignifiante. À mon sens, on a quand même de très belles compositions, comme d'habitude avec Harry Potter, hein. Mais là, je trouve qu'il y a quand même des thèmes qui sont très très bien foutus, quoi. Moi je suis d'accord, ouais. Le thème de la fin de la course de Sombral est magnifique, parce qu'en fait c'est le thème des Animaux Fantastiques 2, voilà, c'est la fin du thème des Animaux Fantastiques 2 qui remet à la fin de cette course, et quand on a le titre qui s'affiche, c'était excellent, enfin j'ai adoré ces arpèges qui donnent à la fin. Ça, c'est vraiment le thème qui m'est resté en tête. Et j'ai aussi bien kiffé la musique lorsque Jacob et Newt s'en vont à Paris. C'est cette espèce de sarabande qui est magnifique au piano, c'était dingue. Enfin voilà. Non, mais je suis totalement d'accord. La musique est vraiment très très belle dans ce film. Est-ce que James Newton Howard avait réalisé la musique du premier film ou pas ? Oui, c'était lui qui était au premier aussi. D'accord, donc il y a une forme de continuité, ouais. Ok, bah parfait. C'est important. Je sais pas s'il fera les 5, comme David Diaz, je sais pas s'il fera les 5. Bah, ce serait cool, parce qu'on le voit développer ses thèmes, retrouver d'anciens thèmes et les remodeler. Donc c'est cool si à chaque fois il y a une espèce de progression et que ça reste lui. Parce qu'au niveau de la saga Harry Potter, John Williams s'est barré après le 3, et puis après ça a changé, il me semble. Donc ce serait bien s'ils peuvent garder un peu la même équipe, ouais, c'est cool. Je suis d'accord. Après, je trouve que quand même dans tous les Harry Potter, peu importe que ce soit du John Williams ou pas, je trouve qu'il y a quand même il y a toujours eu des thèmes marquants. Tout à fait. La coupe de feu, il y a le thème de
du lac noir est magnifique. Oui. Dans l'ordre du Phénix, le thème d'ombrage est dingue, je trouve ça génial. Ouais. Dans le 6, il y a pas si, enfin, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de thème marquant, c'est un peu justement comme celui-ci. Il y a des thèmes en filigrane qui accompagnent extrêmement bien l'action, mais qui, quand tu essaies de les rechanter, tu peux pas les retrouver comme ça. C'est ça. Et puis le 7, t'as le souvenir de Rogue avec la chanson de Lily, quoi. Enfin, Ah bah voilà, bah tout simplement, oui. Voilà. Tout est dit. Voilà. Donc il y a de tout, quoi. Voilà. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur un point spécifique? Bah, je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit, mais à mon sens, le film ne mérite pas les critiques ultra négatives qui le concernent. Que le film ait des défauts, oui, on les a, à mon sens, tous évoqués, hein, on a fait bien le tour. Mais peut-être essayer un second visionnage si le film ne vous a pas plu. Mais de là à dire que c'est de la merde... parce que c'est le mot qui a été employé. Non, pas du tout. À mon sens, c'est un bon film et j'attends la suite impatiemment, mais je pense que c'est le cas de tout fan d'Harry Potter. Donc voilà, vivement la suite. Oui, je suis assez d'accord. On a essayé de prendre assez de recul, vu qu'on est fan de l'univers, on a essayé de prendre du recul et de se poser objectivement sur le film. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'on a évoqué les défauts qu'il a et que ça mérite pas l'énorme backlash qui est en train de se prendre, le film. Ouais. Heureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui tentent de le défendre et c'est plutôt mérité, je trouve, parce qu'il n'y a pas énormément de défauts. Il n'est pas exceptionnel, il est bien, voilà, il est juste bien. Et on est dans un univers plus noir, donc la féerie des premiers, forcément, n'est pas de retour et c'est logique. Bah, c'est tout à fait logique, et puis ce serait quand même assez paradoxal de traiter Grindelwald avec l'émerveillement des premiers Harry Potter, quoi. Bah oui, forcément. Rien que le premier film Animaux Fantastiques l'a suffisamment fait, déjà. Là, on n'est pas là pour rêver, même si ça reste bien sûr de l'imaginaire, hein. Mais on n'est pas là pour avoir des étoiles plein les yeux, on est là pour suivre une histoire plutôt sombre. Et finalement, c'est ce qu'on avait déjà dans les derniers Harry Potter, donc je vois pas pourquoi les gens se plaignent. Quand tu regardes les reliques de la mort, à aucun moment t'es là, ouais, la magie c'est trop bien. T'es là, comment on va avancer dans l'histoire, comment on va survivre, etc. Donc, il y a beaucoup de critiques qui sont injustifiées à mon sens, et c'est en partie dû parce que beaucoup trop d'attentes, mais ça c'est Harry Potter et on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais oui, mais je suis d'accord parce que il y a quand même de l'infanticide, quoi, dans ce film, quoi. C'est pas rien, quoi. Donc c'est très sombre et c'est adressé à ceux qui ont grandi avec Harry Potter et qui sont maintenant adultes, quoi. Plus que ramener des enfants de 11-12 ans dans la salle, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Écoutez, beaucoup d'attentes pour ce troisième volet avec le pacte de sang. On va voir ce qui va pouvoir se passer avec tout ça. Ouais. On verra dans 2 ans, on verra ce que ça donne. En tout cas, je remercie Jack d'être venu sur la chaîne pour en parler avec moi, avec spoiler de la critique. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup, Jack. Hein. Je t'en prie et merci à toi de m'avoir invité, ça me touche beaucoup et au plaisir de refaire ça si l'occasion se présente. Eh ben, avec plaisir également. Donc je vous invite à aller tous vous abonner à la chaîne de Jack. Merci. N'hésitez pas à regarder ses vidéos, laisser des pouces, commenter. Pareil sur la nôtre, n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez avec cette vidéo, à laisser des pouces et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Vous pouvez spoiler, il n'y a pas de souci. C'était le Geek à lunettes. C'était Jack, du coup. On vous dit à la prochaine. Finite incantatem.